Donc bonjour, à nouveau à toutes et tous. Bienvenue pour ce, 3e jeudi de la FEMS, de l'année 2022. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, alors je pense que la plupart, d'entre vous ont déjà participé, à certains jeudis, mais pour, rappel, donc il s'agit d'un cycle de rencontres en ligne, qu'on a, lancé, l'année dernière, pour, voilà, échanger entre adhérents sur des sujets d'actualité, de fond, avec des interventions courtes, retours d'expérience et puis surtout des temps d'échange, réflexion commune. Voilà, sur un format, qui se veut, un peu informel et convivial. Cette année, on en tient, un, tous les mois. Si, vous n'avez pas, pu assister aux autres, donc je vous invite, comme c'est enregistré, et rediffusé sur notre site internet, donc à aller consulter notre, chaîne YouTube ou notre site internet pour, voilà, revisionner, les précédents, épisodes. Aujourd'hui, on est dans un épisode, un peu spécial, de par sa forme, puisque du coup, l'idée, était d'échanger ensemble sur, voilà les idées, les pistes, les projets à venir, en lien avec, les Jeux olympiques, de 2024. Et donc pour ça, nous avons, rassemblé donc, à la faveur du, musée, national, du sport, voilà, qui nous a, bien sûr, contactés pour, mettre en œuvre, un peu un partenariat donc autour de ces, JO 24 et donc nous avons, avec nous, aujourd'hui, eh bien Marie-Grace, la directrice, a réussi à nous rejoindre, donc je la salue au passage. Voilà, je sais qu'elle va pas pouvoir, rester, mais voilà Marie, si vous Non, voulez faire ben, un petit merci. coucou à tout le monde. Donc, je voulais juste vous saluer et vous souhaiter une bonne réunion de travail. Par ailleurs, j'ai oublié mes oreillettes, donc je peux encore moins rester puisque ma voisine d'à côté me fait remarquer que si tout le monde faisait la même chose que moi, le brouhaha serait plus fort. Elle n'a pas complètement tort. Donc, mais bon, je vais vous laisser avec Samuel. Vous parler, enfin, il va vous expliquer un peu ce qu'on a déjà mis en place et puis, enfin, ce qu'on a mis en place qui n'est pas finalisé, qui demande une évolution. Et puis, vous allez certainement amener les uns et les autres de nouvelles idées ou de nouvelles propositions qui vont enrichir le propos général. Merci Céline d'organiser ces journées et merci de nous avoir, de nous laisser un temps de parole. Merci Marie. En effet, donc on sera avec, Samuel Aubert, donc qui est, chef de projet justement Paris, 2024, et qui, du coup va nous présenter, le projet, comme le disait Marie, que mène le Musée national du sport. Mais également, certains de nos adhérents qui sont avec nous ce matin pour, nous parler aussi de ce qu'ils ont, mis en œuvre ou ce qu'ils comptent mettre en œuvre dans ce cadre-là. Donc, Céline Chanas, la directrice du, musée de Bretagne. Laure Descombles, qui est chargée de projet culturel au musée, de la vallée, Chamonix-Mont-Blanc, et Mathilde Bois, donc chargée des expositions, pour l'écomusée de Marquez. Je vous rappelle, voilà, si vous pouvez, penser à bien couper vos micros et à les rallumer, voilà, quand vous, souhaitez prendre la parole pour éviter les bruits parasites. Et puis, bah, sans plus tarder, on va commencer. Donc je passe la parole, donc à Samuel, qui va nous présenter donc le projet, rallye culturel, du musée du sport. Merci. Enchanté, bonjour à tous. Donc, je suis Samuel Aubert, chef de projet Paris 2024 au Musée national du sport, situé à Nice. Donc, le projet Rallye culturel est un projet de coopération piloté, lancé par le Musée national du sport. Et c'est un projet qui est fondamentalement coopératif. Il vise 3 objectifs. Le premier objectif, c'est un recensement au niveau national avec un focus particulier sur la région Île-de-France, puisqu'on parle de Paris 2024. Il y a quand même un cœur géographique très clairement situé en Île-de-France, même s'il y a d'autres sites olympiques qui peuvent se situer en dehors de l'Île-de-France, mais ils sont moins nombreux. Qui vise à recenser les initiatives culturelles qui seront en lien direct avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ou de manière plus générale avec le sport en 2024. Ce premier objectif, il a une double finalité. Pour nous, on s'est rendu compte qu'il était important en fait que les uns et les autres puissent avoir connaissance des programmations
de leurs petits voisins, confrères, et notamment en Île-de-France, encore une fois, excusez-moi, parce qu'il y a une densité plus importante de musées au mètre carré et qu'il y avait une chance ou une malchance, je ne sais pas, mais il y avait des projets qui pouvaient être concurrents les uns des autres en particulier. Et donc, concevoir que les uns et les autres puissent concevoir leur programmation en connaissance de cause de ce qui se fait dans leur environnement pouvait permettre une meilleure offre globale, complémentaire l'une de l'autre plutôt que concurrente. Et ça nous permettait aussi potentiellement d'organiser un prêt de pièces plus intelligent, plus fluide, mieux organisé. Par ailleurs, c'était également cet état des lieux sur qui fait quoi, qui a l'intention de faire quoi en 2024. C'était aussi une manière de créer une sorte de réseau informel pour pouvoir discuter de comment est-ce que cette offre culturelle va pouvoir être présentée d'une certaine manière, qui reste à déterminer, mais présentée d'une manière commune. Parce qu'on pense que pour que l'offre muséale puisse tirer profit, dans une certaine mesure, de ces Jeux olympiques et paralympiques organisés à Paris en 2024, il va quand même falloir un petit peu jouer des coudes, parce que l'espace médiatique va être, je ne sais pas s'il sera saturé, mais il sera quand même plein de l'actualité sportive à proprement parler. L'offre culturelle au sens large va avoir plus de difficultés à être repérée, et un focus risque d'être plutôt mis sur le spectacle vivant, en tout cas côté Paris 2024. Dans ce qui est en train de s'organiser côté Paris 2024, on est plutôt sur des grandes manifestations publiques dans l'espace public qui rassemblent des foules pour supporter les Jeux, que des grandes expositions. Donc, je pense qu'il y a un intérêt stratégique à ce que l'on joue d'une certaine manière collectif pour être plus fort et plus visible en 2024. Donc ça, c'était le premier objectif, recensement de qui fait quoi. Deuxième objectif, on a un autre programme qui s'appelle l'INPS, l'Inventaire national du patrimoine sportif, toujours piloté par le Musée national du sport, mais toujours en collaboration avec qui voudra en fait participer à cette initiative. L'initiative est la suivante, c'est repérer dans les collections des uns et des autres les œuvres qui peuvent avoir trait au sport et les renseigner dans une plateforme dédiée, compatible avec la base de données Gallica de la BNF, la plateforme dédiée étant un site internet dédié qui va ouvrir en fin 2022, début 2023 et qui s'appellera Stadium, et qui donc recensera ce que les musées français ont dans leur collection en rapport avec le sport et dans lequel on pourra utiliser le moteur de recherche Gallica. Et ce qu'on aura versé sur Stadium sera de facto disponible dans Gallica. Sur Stadium, on aura uniquement les recherches sport. Dans Gallica, on a toutes les recherches. Et on se disait que puisque on réalisait un inventaire puisqu'on réalisait un recensement, pardon, de qui a l'intention de mettre en œuvre quelle exposition en 2024, le projet, il fallait faire le pont avec le projet INPS, Inventaire national du patrimoine sportif, et Stadium pouvait être aussi l'occasion de relayer vos différentes expositions via un module d'exposition virtuelle. Et on pouvait aussi, dans la mesure du possible, essayer de trouver le plus de passerelles entre les projets d'exposition des uns et des autres. Et par ailleurs, peut-être que certains n'auront pas de projet d'exposition en 2024, mais ont quand même dans leur collection des pièces qui ont trait au sport et trouver une manière de les valoriser en 2024. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Et enfin, le troisième objectif, je l'ai plus ou moins annoncé tout à l'heure, c'était trouver un outil, un média commun qui puisse nous permettre de rendre compte de les multiples expositions qui vont traiter de manière kaléidoscopique
le sport, les sports, les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Voilà. Chacun fera son exposition, chacun communiquera, mettra en œuvre ses propres projets, mais est-ce qu'il n'y a pas nature, opportunité, et ça reste à déterminer, pour une action commune? Voilà résumé à très grands traits le projet Rallye culturel avec ces trois objectifs dans le temps. Le premier aujourd'hui, il est vraiment sur le recensement de qui fait quoi. On corrèle un inventaire national du patrimoine sportif. Qui veut participer de cet inventaire en complément c'est et où. Ces deux modules qui sont distincts mais qui peuvent se coupler. Et puis, in fine, est-ce qu'on atterrira sur un outil commun? Ça reste une interrogation, mais sur lesquelles je serais curieux d'avoir vos avis. Voilà. Et merci Samuel. On pourra sans doute avoir posé un temps de questions après, si vous en avez par rapport à ce dispositif. Peut-être on enchaîne les autres présentations, puis comme ça, après, chacun n'hésitez pas du coup à prendre la parole, à poser vos questions ou même à nous parler de vos propres projets. Hein, c'est vraiment l'objectif aujourd'hui. Je propose de passer la parole à Mathilde Bois de l'Écomusée de Marquès, puisqu'ils ont actuellement déjà en fait en cours une exposition sur le thème du sport, et donc ils pourront nous faire déjà un premier retour d'expérience et nous expliquer peut-être comment ça peut se prolonger sur la suite. Bonjour à tous et toutes, donc merci pour votre sollicitation. Donc Mathilde Bois, chargée des expositions à l'Écomusée. Alors nous, oui, on a un petit peu anticipé ce sujet du sport puisqu'on a ouvert donc une exposition temporaire pour cette saison 2022. Donc elle est ouverte au public depuis le 9 avril et peut être visitée jusqu'au 30 septembre 2022, donc date de fermeture de la saison de l'Écomusée. On avait évidemment en perspective les Jeux Olympiques 2024. Le projet que vous avez évoqué du Musée national du sport qu'on avait commencé à envisager, enfin en tout cas on avait été mis au courant via le réseau de la FEMS notamment, nous a mis un petit peu la puce à l'oreille, et donc on s'est dit pour éviter d'être absorbé dans une actualité trop sportive en 2024, on prend le parti dès 2022 de proposer cette exposition qui est une exposition thématique en fait, qui propose un panel de plusieurs disciplines sportives représentées sur le département donc, des Landes. Et qui a pour vocation d'étudier à la fois sur le plan historique, mais aussi plus généralement d'étudier le sport comme étant finalement un domaine à la croisée de beaucoup d'autres disciplines et d'autres champs d'études, que ce soit le sport comme vecteur d'identité, en passant par le sport et la préservation de l'environnement quand c'est une pratique en milieu naturel. Donc voilà, donc d'essayer d'aller plus loin qu'un simple descriptif de plusieurs disciplines. Donc c'est le résultat de cette exposition 2022. Donc il y a 11 disciplines présentées. Le choix des disciplines n'a pas été fait par hasard. On a choisi plusieurs entrées en fait pour les représenter. D'abord l'entrée des sports traditionnels qui pour nous paraissait important en tant que musée de territoire et musée d'ethnologie, avec l'entrée notamment du patrimoine culturel immatériel, puisque donc on présente 4 sports, à savoir les courses sur échasse, les jeux de quilles, la course landaise et la pelote basque qui est aussi pratiquée dans les Landes, qui sont donc 4 sports inclus à l'inventaire national du PCI, et qui finalement nous permettait aussi d'interroger la notion même de sport en fait, puisque ce sont des sports qui ont été créés et qui ont d'abord débuté en tant que pratique de jeu, donc pratique plutôt de loisir. Donc comment on passe d'une pratique de loisir à un sport selon la définition moderne, donc avec des compétitions codifiées, un système d'institutions spécifiques comme des fédérations, etc. Donc ça, c'est la première section de l'exposition qui nous permettait une entrée traditionnelle, une entrée patrimoine culturel immatériel, pour ensuite développer d'autres sports un petit peu plus modernes. Donc on évoque aussi
des sports collectifs, évidemment. Donc là, on s'est servi d'un observatoire statistique qui a été fait par le CDOS, donc le Comité départemental olympique et sportif des Landes, qui avait déjà réalisé une étude quantitative. Et donc là, on a illustré les 3 disciplines les plus représentées sur le département en termes de nombre de licenciés cette fois-ci. Donc on a le football qui est le plus représenté, le rugby qui est intéressant puisqu'il est à la fois bien représenté en termes de nombre de licenciés, mais aussi vecteur d'une identité landaise, gasconne, sud-ouest plus généralement, donc qui pose aussi ces questions-là de comment les pratiquants et les supporters vivent le sport finalement. Et 3e sport co, le basket, puisqu'il y a une grande tradition de basket dans les Landes, en particulier en Chalosse, et également de basket de pratique amateur. Donc, ça nous permettait aussi d'ouvrir et de ne pas évoquer que la pratique professionnelle. Et enfin, donc, on a aussi un volet sport de nature, je commençais à l'évoquer, donc tout ce qui se passe plus particulièrement sur la côte landaise, donc avec le surf évidemment, donc des sports un petit peu plus modernes qui ont aussi une vocation touristique, en tout cas qui sont liés à une certaine forme de tourisme, donc qui posent d'autres questions aussi de la bonne entente et des bonnes pratiques sportives en milieu naturel. On évoque aussi le sauvetage secourisme, qui est un petit peu moins connu, même des Landais, alors qu'il y a beaucoup de licenciés, puisque en fait, le sauvetage secourisme, c'est aussi une discipline sportive que tout un chacun peut pratiquer sans forcément devenir sauveteur professionnel par la suite, et qui comprend donc des épreuves essentiellement canoë-kayak, paddle, natation, etc. Donc, c'est un sport en lui-même et qui est aussi évidemment beaucoup pratiqué par les sauveteurs professionnels pour s'entraîner, qui se pratique donc et en plan d'eau et en mer ou à l'océan. Et enfin, on évoque aussi le cyclisme, un sport de nature, donc cyclisme sur route, avec toute l'histoire des Landes liée au Tour de France, où il y a eu des passages d'étapes, etc. Et enfin, pour relier donc ce que j'ai pas dit, c'est que l'écomusée de Marquez appartient au parc naturel régional des Landes de Gascogne. Et donc, une des missions du parc, justement, c'est d'être en contact avec les propositions touristiques liées notamment à la pratique du canoë-kayak, alors là pour le coup en rivière, donc justement d'essayer de trouver des solutions pour que les plans d'eau, les berges de rivière soient préservées. Donc voilà, pour relier à notre structure de tutelle qui est le parc, on a aussi choisi d'évoquer le canoë-kayak. Et enfin, on fait un petit point sur les JO. Ce n'est pas forcément le cœur de l'exposition, mais on voulait quand même, en fin de parcours, évoquer à la fois l'histoire des Jeux olympiques et paralympiques, la question du handisport, du sport adapté. Voilà, ça nous permettait cette entrée-là. Et aussi de faire un petit cocorico landais sur nos athlètes qui sont montés sur le podium des Jeux olympiques. Il y en a eu 5 pour le moment au cours de l'histoire landaise. Donc, ça permettait de faire un petit point sur ces portraits de sportifs. Ce que j'ai pas dit, donc, c'est qu'il y a des photographies contemporaines qui ont été réalisées par 2 photographes qui sont allés à la rencontre des clubs et associations sportives du territoire, donc du département. Donc, il y a plus de 70 photos en tout, et ces clubs, associations et sportifs particuliers nous ont aussi prêter des objets, puisqu'on a peu de collections, nous, à l'écomusée, qui traitent du thème du sport. Donc, il y a plus de 80 objets et plus de 70 photos. Donc, voilà, ça fait une exposition assez complète. Et en tout, il y a 27 prêteurs. Donc, voilà, c'était vraiment une expo qu'on n'aurait pas pu concevoir sans les clubs, les institutions sportives du département, ce qui était aussi pour nous l'occasion de nous rendre visibles sur ce thème-là, puisque les expositions à l'écomusée de Marquez nous permettent de traiter des sujets contemporains qui complètent du coup la visite du reste de l'écomusée, qui elle est plus axée sur les traditions, les savoir-faire, l'histoire des populations landaises. Donc voilà, on a été un petit peu plus identifiés comme ça, et ça a été l'occasion de partenariats
très agréable et très productif. Et c'est les sujets réflexifs qu'on évoque un petit peu dans l'exposition, le fait que le sport soit à la croisée de beaucoup de domaines. On complète cette description par une programmation culturelle, donc à raison d'un rendez-vous par mois autour de l'exposition, type conférence, atelier, table ronde, projection vidéo, ce genre d'événements. Qui du coup permettent d'aller plus loin sur des sujets un petit peu plus réflexifs. Donc là, pour le coup, par exemple, le 12 mai dernier, il y a eu une conférence sur justement les sports traditionnels, la question du patrimoine sportif et de la création par ces sports d'une identité landaise ou gasconne qui peut être parfois véridique, mais aussi parfois fantasmée. Donc, c'était très intéressant d'avoir cette discussion-là et ça a donné lieu notamment à une réflexion sur le PCI, aussi sur les fiches de patrimoine culturel immatériel, puisque notamment pour les échasses, donc il y a une partie folklorique avec la danse et une partie plus sportive avec la course sur échasse. Il y a quelques éléments dans les fiches PCI qui seraient intéressants d'amender, de compléter avec des nouvelles archives qui ont été trouvées, ce genre de choses. Donc ça montre aussi que l'étude du PCI reste en mouvement et que c'est nécessaire de l'amender, de l'améliorer, de la compléter. Donc ça a été une conclusion un petit peu informelle de cette conférence-là, mais dans laquelle on avait mis en regard un pratiquant des chasses et une chercheuse ethnologue qui, elle, avait travaillé sur les jeux de quilles. Mais ils ont conclu ensemble que ça pouvait donner lieu éventuellement à des modifications des fiches d'inventaire. Donc, on a été ravis d'être à l'initiative un petit peu indirecte de ça à l'écomusée. Donc, voilà, je m'arrête là pour le moment. Alors peut-être que on peut enchaîner avec Céline pour le musée de Bretagne, puisque le projet aussi est également un peu lancé, il me semble. Donc Céline, je vous laisse la parole. À toutes et tous. Je vais essayer d'être assez brève parce que la collecte les projets portés par le musée de Bretagne ont déjà été présentés dans un précédent jeudi de la FEMS qui était consacré à la collecte de mémoire. Mais je ne sais pas si c'était les mêmes participants qui étaient autour de la table. Donc j'en fais quand même une rapide présentation et puis je vais envoyer aussi tout de suite dans le chat pour ceux qui seraient plus intéressés on va dire une note de travail que vous pouvez bien sûr garder, mais ne pas diffuser. C'est plutôt une note interne, justement, pour l'instant, qui avait pour nous pour objet de, un peu ce que disait Samuel Aubert en entrée, de voir comment on pouvait être sur un terrain où on était assez singulier sans reproduire peut-être des choses qui existaient déjà par ailleurs. Et puis aussi s'accrocher à un réseau, puisque l'idée, c'était possiblement aussi de s'inscrire dans un réseau de partenariat sur cette thématique du sport, soit en Bretagne, soit plus largement dans le cadre des initiatives portées par le Musée national du sport et la FEMS. Donc au Musée de Bretagne, c'est assez simple, je dirais, pour résumer dans quelle direction vont se porter nos actions. C'est que aujourd'hui, donc, on n'a pas de place, notre programmation est déjà établie jusqu'en 2025. Donc, on n'aura pas d'exposition sur la thématique du sport. Ça, on l'a déjà, je dirais, acté, pour rebondir par rapport à un projet de la nature que déploie Mathilde à Marquès cette année. Bon, ça aurait été sans doute intéressant. Enfin, on a plein d'idées là-dessus. La thématique du vélo, par exemple, n'a jamais été explorée en Bretagne, alors que c'est un sujet important et qui est depuis longtemps dans nos cartons. Mais on est engagé dans d'autres enjeux, en fait, à la fois chantier des collections et puis renouvellement du parcours permanent du musée. Donc, on va plutôt se saisir de ces deux gros enjeux, le chantier des collections et donc tout le travail d'inventaire, de numérisation, d'indexation et de mise en ligne, pour là aussi poursuivre le recensement, l'indexation aussi. Je pense qu'on serait intéressé pour partager les problématiques d'indexation mots-clés
voilà, qui ont dû travailler très finement un musée national, mais voir aussi au niveau d'un musée dont c'est pas la thématique principale, comment ces problématiques sont saisies. Nous, notre thésaurus, par exemple, il n'est pas hiérarchisé. Donc aujourd'hui, si on veut faire une requête, si on fait une requête avec la thématique sport, ce que je faisais ce matin, on passe à côté d'énormément de choses. Et donc, il faut ensuite faire une requête par les disciplines sportives. Donc, c'est vrai que ça suppose aussi de bien connaître la collection, bien connaître l'outil de gestion. Enfin, en tout cas, on travaille sur ça depuis déjà un petit moment. Et on a lancé également une collecte. Alors, on l'a lancée, je crois, juste avant le confinement. Donc, elle est, alors, je ne vais pas dire qu'elle est un peu moribonde, mais elle n'est pas complètement lancée. Qu'on avait, nous, on avait plutôt pris un contre-pied au sens de, on ne voulait pas être sur l'aspect performatif, mais être sur la problématique des pratiques sportives amateurs. Donc, en essayant de travailler le volet sociétal de ce que pouvait signifier le sport. Donc on a présenté le projet déjà nous en commission d'acquisition en 2019 et on a listé déjà un certain nombre d'objets en fonction aussi de ce qui nous manque dans les collections, voilà, liés par exemple au supporterisme dans le domaine du football, liés à la question de l'iconographie et de la photographie. Qu'est-ce qu'on a aussi listé comme autre perspective? On a noté les questions de jeunesse, donc sport à l'école, sport en famille, le lien, comme le disait Mathilde aussi, au club, aux structures sportives, aux ligues, aux comités, aux fédérations. C'est un travail qu'on a un petit peu engagé l'année dernière avec un stagiaire, mais qui n'a pas été complètement probant. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on réactive. Et puis tout ce qui est on va dire manifestation voilà, sportive en Bretagne. Donc pour l'instant, on est plutôt dans l'accueil finalement des propositions qui arrivent au fil de l'eau sur cette dimension collecte. Et l'idée, ça serait d'événementialiser la collecte. On a déjà commencé à faire des actions qui ont plutôt bien marché avec une semaine qui s'appelait Musée au foot, où dans un espace du musée et en collaboration avec le service des sports, voilà, on a organisé une semaine d'identification des collections, on a fait des visites sportives, voilà, on a fait différents projets. On a fait aussi un projet dans le cadre de C'est mon patrimoine, sur la question du sport et des jeunes. Et puis, on a fait aussi des actions hors les murs autour de la collecte, qu'on a appelé des musées au kiosque, c'est-à-dire là, on sortait plutôt hors les murs du musée pour travailler la question de la collecte. Et puis, on a aussi été un peu présent sur des étapes du Tour de France l'année dernière qui nous ont permis aussi de collecter quelques éléments. On est aussi en lien, du coup, un des partenaires aussi qu'on pressent, en tout cas cheminer en parallèle, c'est le service de l'inventaire du patrimoine culturel, puisqu'il y a eu un projet qui n'est pas allé pour l'instant jusqu'à son aboutissement, mais d'inventaire régional, voilà, plutôt des lieux du sport, donc plutôt sur le patrimoine architectural. Alors, il n'y a pas eu d'études publiées, le chercheur est parti en retraite avec sa recherche, comme on dit. Donc, je ne sais pas si ça sera publié un jour et comment. Mais en tout cas, il y a tout le travail de la photographie de l'inventaire qui est mené. Et il y a une jeune photographe à l'inventaire, voilà, qui mène un travail plutôt sur l'architecture. Je ne sais pas si vous connaissiez le remarquable travail qu'avait mené Julie Corteville, qui a été présentée à plusieurs reprises, d'associer à la fois des regards de photographie de l'inventaire justement sur le sport et de commandes photographiques. Et donc, on est un peu parti dans cette direction, puisque l'inventaire chez nous ne veut pas aller, on va dire, sur la dimension plutôt sciences sociales humaines, c'est pas son objet. Donc, nous, on va sans doute on est en train d'y réfléchir et de choisir le photographe ou la photographe plutôt. On va sans doute lancer une résidence de photographie contemporaine en 2023, justement pour travailler cette thématique qui pourrait être justement complémentaire du regard porté sur les lieux du sport. Nous, on serait plutôt sur les hommes et les femmes qui font le sport. Voilà, ça peut aller des personnes qui font la maintenance, qui entretiennent les lieux du sport, aux personnes qui pratiquent le sport. Et autour de 3 lieux, on a pressenti que si on ne veut pas complètement se disperser, on resterait sur les piscines, les gymnases et les stades. Et sur la géographie, là aussi, ça dépendra aussi un petit peu de notre budget, éventuellement de l'écho avec des partenaires. Bon, on est un musée aussi
financé par la métropole. Donc, je pense qu'on a aussi un enjeu, nous, à être présents sur le territoire métropolitain. Parce que c'est vrai que l'écho qu'on imagine, et aujourd'hui, il n'y a pas de commande politique. Aujourd'hui, au niveau culturel, effectivement, on est essentiellement dans l'événementiel, dans le soutien aux sportifs, avec le projet là, qui s'appelle Terre de Jeux, je ne sais plus le label là. Donc, les collègues de la direction des sports sont venus nous voir, mais voilà, sans demande précise. C'est vrai qu'on verrait une opportunité éventuellement à avoir de la photographie présente dans l'espace public. Mais pas forcément, enfin en tout cas pas forcément dans les salles du musée. Donc ça du coup ça fait déjà 2 axes, la collecte, la commande photographique en écho à nos collections et on a engagé aussi un travail plutôt de réflexion, idéation, avec une spécialiste, enfin une historienne de la photographie qui s'appelle Nathalie Boulouche, qui était jusqu'à quelque temps voilà, un partenaire important du musée, qui est maître de conférence à Rennes 2, et là qui se réoriente plutôt vers du commissariat d'expo, d'autres projets. Et c'est vrai que je lui ai proposé justement de chercher un peu à angler, à éditorialiser la manière dont on pourrait nous travailler cette thématique du sport à partir de nos ressources, mais en croisant avec voilà, ce futur projet de commande. L'idée étant de créer des articles, enfin des dossiers éditorialisés qu'on pourrait publier sur le web. Donc l'idée d'avoir un magazine, enfin en tout cas, je pense que ça rejoint, Samuel, ce que vous disiez aussi par rapport, parce que si on a des notices brutes sans narration, c'est pas super intéressant pour le public. Donc l'idée, ça serait de choisir quelques sujets et de pouvoir, pour ceux qui connaissent déjà ce qu'on peut faire et qui marche très bien, nous, auprès des publics, faire des renvois entre la base de données en ligne et aujourd'hui, c'est un blog qui s'appelle Musée dévoilé, où on a déjà des articles thématisés et où on fait en quelque sorte des séries, en fait, et on ferait une série autour du sport. Voilà de manière très, très résumée ce que je voulais vous dire. Et en partenaire, alors c'est eux qui sont venus nous voir, mais c'est un partenaire, je pense, possiblement qui peut intéresser d'autres structures à l'échelle nationale. C'est un laboratoire de recherche que moi je ne connaissais pas du tout, mais qui est un laboratoire qui a vraiment une dimension nationale et un terrain de recherche d'ailleurs beaucoup plus large, qui est situé à l'université Rennes 2. Je partage juste mon écran voilà, avec vous parce que ils étaient très intéressés par les collaborations voilà, avec les musées. C'est un laboratoire de sciences humaines et sociales. Samuel, j'imagine que vous le connaissez parce que vous baignez dans le sport, donc, qui s'appelle VIPS. Et ils travaillent, voilà, ils travaillent vraiment sur la thématique. Hop, on va faire ils travaillent vraiment sur la dimension sportive. Voilà, ils font beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de projets de recherche. Voilà, là, il y a leur thématique. Enfin, je retrouve qui recouvre vraiment ce qu'on fait dans les musées de société, voilà, notamment sur cette dimension des socialisations. Donc, je pense qu'on va essayer voilà, de travailler avec eux pour voir comment possiblement on pourrait se rapprocher. Voilà de manière très rapide ce que nous sommes en train de travailler. Merci. Du coup, avant voilà, un dernier retour donc, de la part de Laure. Je ne vois pas si elle est connectée. Laure, vous êtes toujours là? Oui, je suis là, oui. D'accord. Donc, du coup, je vous laisse la parole pour les musées de la vallée de Chamonix. Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci d'avoir invité les musées de Chamonix pour cette intervention. En effet, de notre côté, on a un contexte un petit peu particulier pour 2024 parce que ce n'est pas simplement lié au fait qu'il y aura des Jeux Olympiques à Paris en 2024, c'est qu'à Chamonix va fêter les 100 ans des JO d'hiver, donc des premiers Jeux Olympiques d'hiver qui se sont déroulés à Chamonix en 1924. Donc, c'était à l'époque en lien avec les JO de Paris de 1924. Et du coup, ça va être un événement assez important pour nous. Pour vous resituer un petit peu, Chamonix, c'est une station de sport d'hiver depuis le début du XXe siècle, avec les premières compétitions qui sont organisées dès 1908.
Et c'est également une station touristique depuis le début du 19e siècle, avec une forte capacité hôtelière, et notamment avec l'arrivée du train. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, la station de Chamonix avait été choisie par le comité olympique. Alors pour la petite histoire, sur le moment, ils n'avaient pas appelé les premiers JO d'hiver, enfin ils n'avaient pas appelé cet événement les premiers Jeux olympiques d'hiver, ils les avaient appelés la 8e Olympiade, parce que pour des raisons diplomatiques, il ne fallait pas froisser les régions nordiques, les pays nordiques. Mais en fait, rétrospectivement, donc, cette appellation Jeux olympiques d'hiver ont été attribués aux Jeux de Chamonix. C'est un événement qui, à l'époque, pourrait paraître aujourd'hui très modeste, mais qui a demandé à Chamonix quelques investissements assez conséquents, notamment la création d'une patinoire qui était à l'époque la plus grande du monde, un tremplin de ski et une piste de bobsleigh. Donc ça fait partie des éléments de l'héritage que la ville de Chamonix voudrait mettre en avant pour ce centenaire. Donc en fait, il y a un petit peu deux niveaux d'initiative autour de cet événement. Il y a, au niveau de la municipalité de Chamonix, il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place. Donc il y aura des événements ponctuels fin 2023 et en 2024 autour des Jeux olympiques. Ça a même déjà commencé cette année avec les JO de Pékin. Il y a également un ouvrage qui est en cours d'écriture, qui est soutenu par la mairie de Chamonix et qui est coordonné par un universitaire qui s'appelle Julien Sorès, qui est spécialiste du sport. Donc on aura d'ici 2023 un ouvrage un petit peu de référence sur les Jeux olympiques de Chamonix, qui n'existait pas jusqu'à présent et qui pourra, nous, au niveau des musées, nous servir grandement. Et donc, nous, après, au niveau des musées, donc on est au niveau de la communauté de communes, on a le musée alpin, donc, qui est un petit peu la tête de proue du réseau des musées. Le musée alpin est en travaux, en fait. Il vient de fermer à l'automne dernier. Les travaux ont commencé bientôt. Donc, en fait, le musée alpin ne pourra pas accueillir d'événementiels particuliers à ce moment-là, mais on a d'autres structures dans le réseau, notamment la Maison de la Mémoire et du Patrimoine, qui est un petit lieu qui servira en fait de lieu d'exposition pour parler des JO 1924, les JO de Chamonix. Donc, on va se concentrer sur les JO d'hiver, évidemment. Cette exposition, on aimerait bien, alors pour l'instant, on est qu'aux prémices, mais on aimerait bien qu'elle s'étende un petit peu sur le territoire, qu'elle sorte de la Maison de la Mémoire et qu'elle aille justement autour de ces lieux, des quelques vestiges que l'on a du tremplin de ski, de la patinoire ou de la piste de bobsleigh, voire des anciennes pistes de ski de fond, mais aujourd'hui, l'urbanisation fait qu'elles ne sont plus vraiment visibles. Donc on abordera la question des Jeux olympiques de 1924, le contexte d'organisation de ces Jeux à l'époque, mais également toute l'histoire en fait de l'olympisme hivernal à Chamonix, parce qu'il faut savoir qu'à quasiment toutes les éditions des Jeux olympiques, on a eu des athlètes chamonniards qui ont participé, certains victorieusement, mais pas tous. Mais voilà, l'idée, c'était de montrer un petit peu la constance de Chamonix à ce niveau-là. Voilà, donc ça, ce sera vraiment l'événement le plus important, cette exposition. En parallèle, on mène une collecte. Excusez-moi. On mène une collecte qui n'est pas seulement focalisée sur les JO, mais qui est plus largement liée au sport d'hiver et à l'alpinisme, et que l'on fait dans le cadre de la rénovation du musée alpin. Et elle comprend forcément un aspect Jeux olympiques. Et dans ce cadre-là, on fait appel à des réseaux un petit peu ciblés, notamment le Club des sports de Chamonix, qui a énormément d'adhérents. Quasiment un tiers de la population de la vallée adhère au Club des sports. Et on est aussi auprès du
en relais auprès du club alpin français. Donc là, c'est plutôt lié à l'alpinisme, mais aussi au ski, au sport d'hiver. Voilà, donc cette collecte, elle se fait en vue des futurs parcours d'exposition permanents du musée alpin, mais également nous permettre de repérer un petit peu des collections pour l'exposition sur les JO d'hiver. La difficulté qu'on a quand même pour les JO de 1924, c'est que ils commencent à être loin. On n'a plus de survivants, évidemment. On n'a plus de témoignages directs. Et du coup, voilà, on a une difficulté là au niveau des collections qu'on pourra présenter, parce qu'au musée alpin, on en a peu. Et dans les familles, ça, c'est un petit peu perdu. Et enfin, pour terminer, je voulais aussi souligner qu'on participe à la base de données Stadium, dont a parlé Samuel Aubert tout à l'heure, où on a commencé à verser quelques collections, et j'espère qu'on pourra aussi continuer dans le temps, parce que pour l'instant, on a versé vraiment qu'un petit échantillon, et qu'on pourra présenter un petit peu toutes les collections qu'on a sur le sport, donc principalement sport d'hiver et alpinisme. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de nos projets, voilà, qui sont encore au début, mais qu'on espère concrétiser d'ici 2024. Merci pour ces premières pistes et présentations. Du coup, n'hésitez pas, voilà, comme je le disais, l'idée c'est vraiment d'échanger voilà, ouvertement tous ensemble. Donc, est-ce que déjà ça soulève des questions, ou même est-ce que certains d'entre vous ont d'autres propositions, initiatives en cours à nous partager? Ah, je vois que Elisabeth Joly-Schimmels a levé la main. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on est bien engagés. Nous déjà, je suis en plein, si vous voyez mon bureau, je suis en plein dedans, sur notre exposition qui aura lieu pendant les JO, qui s'appelle pour l'instant Olympisme, une autre histoire du monde, et qu'on fait en partenariat avec le groupe de recherche HAC. Donc l'idée, c'est vraiment sur les Olympiades modernes, de retracer l'histoire mondiale à travers les Olympiades, en quoi les Olympiades ont été la caisse de résonance des grands événements politiques, des grands jeux d'alliance, de rivalité par le sport. On sait très bien que le sport et guerre, sport et diplomatie, c'est très important, mais aussi en mettant le focus, bien sûr, sur la lutte pour la reconnaissance des droits des minorités, des femmes, des personnes handicapées, etc. Donc, à travers des portraits d'athlètes. Donc, pour les Olympiades, on essaie de fois poser un petit contexte historique quand il est en lien avec l'Olympiade, pouvoir développer une petite présentation de l'Olympiade aussi, quelle particularité, justement, quelle histoire aussi des fois dans la mise en place, notamment toutes les questions de boycott, la présence, les délégations, quelles délégations, par exemple au moment des décolonisations, l'apparition des nouvelles délégations, etc. Et après, on s'attache par des récits de vie de sportifs, enfin, des tranches de vie sur l'Olympiade, à vraiment incarner voilà, des moments, évidemment, 68 Mexico, le podium de Tommy Smith et John Carlos, mais voilà, donc c'est un des plus emblématiques, ou la victoire de Bikila à Rome sous l'arc de Constantin et devant l'obélisque d'Axum. Donc c'est un peu c'est sur quoi on s'oriente. Donc on a déjà une belle liste d'œuvres et on est tout à fait ouvert aussi à si ces thématiques intéressent à des collaborations. On a adressé au Musée national du sport déjà une pré-demande de prêt. On est très impatient d'avoir des nouvelles. Et on a déjà des choses en cours très avancées avec le Musée olympique de Lausanne, que je signale à tous si vous n'avez pas l'occasion. C'est vraiment, on a été très très bien reçus, c'est très intéressant sur plein de points de vue. Et ils animent un réseau de musées olympiques qui contient, je crois, une quarantaine de musées que je ne connaissais pas du tout. Donc, des fois, sur des thématiques particulières, il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser. Et juste par rapport à l'inventaire du patrimoine sportif, là, on n'a pas, nous, réussi, mais je pense que c'est peut-être une question qui peut se poser ailleurs, à faire signer la convention à cause du statut de Gallica, et notamment des questions d'open data. Et en fait, ça bloque complètement à notre niveau pour l'instant. Donc, on serait preneur d'arguments à apporter à notre service juridique. Et s'il y avait, je ne sais pas,
des recommandations aussi au niveau du ministère ou autre pour nous aider à aller un peu en ce sens, parce qu'on est vraiment bloqué à cause ce serait sur les bases classiques, on n'aurait aucun souci. Là, c'est parce que c'est Gallica, on ne peut pas verser les images. Je vois que Sophie Dumus a aussi levé la main. Sophie, je ne sais pas si vous nous entendez. Pourtant, votre micro semble allumé. N'hésitez pas à écrire dans le chat si jamais il y a un souci, ou à réessayer de réactiver, désactiver votre micro. S'il y a d'autres personnes en attendant qui souhaitent nous parler de leur projet, ou qui ont des questions sur ce recensement et ses collaborations. Oui, Brigitte? Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc Brigitte Riboreau, en tant que présidente de l'association Auvergne-Rhône-Alpes des conservateurs et professionnels de musées, effectivement, simplement, on en est nous au tout début. Nous projetons quelque chose à l'échelle régionale pour essayer de monter a priori une exposition, mais ça peut être aussi un colloque, ça peut être d'autres pistes de travail qui sont à l'étude pour effectivement l'année 2024 et qui puissent regrouper un peu tous les types de disciplines, puisqu'on trouve des choses aussi bien dans le textile que les beaux-arts, l'archéologie, l'antique, la création contemporaine, etc., etc. Donc, on est en cours de réflexion sur ce sujet. En ce qui concerne le musée de Bourgoin-Jallieu, nous, on a répondu à l'inventaire qui a été lancé avec les quelques pièces que nous avons et qui sont plutôt textiles et représentation du sport, pas forcément des vêtements de sport. Et là, bon, on va se pencher sur, parce que je crois que pour l'instant, on n'a rien versé, mais on va se pencher sur le versement sur Stadium, en espérant que nous ne serons pas bloqués, nous aussi, par l'Open Data. Voilà, un peu la réflexion, mais nous en sommes vraiment qu'au tout début. Alors, je ne sais pas si Sophie a réussi à retrouver un micro. Mais en attendant, je vois que c'est Madame Chambon, c'est ça, qui a levé la main. Alors, par contre, votre micro est désactivé. Vous m'entendez? Oui? C'est bon. Très bien. Oui, je rejoins effectivement Brigitte Riboreau sur l'idée de ce projet à l'échelle régionale sur le sport, mais je voulais... donc, je suis à la retraite depuis juin 2020 et j'ai dirigé le musée sport-culture des Chirolles, le musée Géo-Charles. Et sur les Jeux de 24, par rapport effectivement au projet de Chamonix, nous avons des archives assez intéressantes, puisque Géo-Charles a été lauréat du concours de littérature à Paris en 2024. Et nous avons une photo de lui à Chamonix, puisque je crois qu'à cette période-là, il y avait toute une réflexion, un développement autour de la question du sport et de la radio. Et sur les archives, en tout cas de Paris 24, nous avons des archives absolument incroyables et intéressantes dans lesquelles vous pourriez trouver des sources et ressources pour soit alimenter votre projet ou du moins venir un peu à trouver des témoignages. Voilà. Et sur la partie, alors moi j'avais développé, donc on a une collection, c'était une collection d'art moderne de première moitié du XXe siècle autour du sport, tout médium, mais il y avait également un volet art contemporain assez important que j'ai développé notamment autour de la photographie dès 1994 avec des acquisitions, des dons et des dépôts d'artistes, donc sur des athlètes, sur différents
différentes pratiques sportives. Donc, je ne suis plus directrice de ce musée, mais je vous invite peut-être, dans le cadre de demandes de prêt ou de sollicitations par rapport à la consultation des archives. Je crois qu'avant de partir, nous avions finalisé versement sur l'inventaire du patrimoine sportif. C'est à vérifier. Voilà. Donc, la nouvelle directrice s'appelle Virginie Vignon. Le musée fait partie aujourd'hui d'un EPA. Donc, elle est directrice de cet EPA. Mais voilà, si parmi vous, les collections du musée Géocharles, qui était le premier musée sport-culture en France, et notamment sur les Jeux de 24 par rapport à Géocharles, je vous invite vraiment à aller croiser un peu vos recherches ou en tout cas venir à la source d'éléments qui pourraient vous intéresser et apporter un petit peu des compléments à vos projets d'exposition. Voilà. D'accord, bah merci beaucoup. Je vous contacterai. D'accord. Alors, je vois qu'il y a Juliette Spire qui a aussi levé la main. Oui, bonjour à tous. En fait, je voulais juste vous donner l'état de réflexion de l'écomusée qui s'appelle maintenant du Grand Orly Seine-Bièvre, ex-Val de Bièvre, ex-Fresnes. Donc, en fait, on a déjà réalisé il y a quelques années une exposition sur le sport qui était une exposition très territoriale qui était juste sur la ville de Fresnes, avec une optique très associative. C'était pour montrer aussi l'activité d'une association sportive sur une centaine d'années. Exposition d'ailleurs qui a très très mal marché. Donc c'est une réflexion à avoir parce qu'en fait, les personnes concernées, à savoir les sportifs, n'avaient pas réussi à franchir les murs du musée. Donc c'est aussi une réflexion qu'on a eue par rapport à cette thématique. Et là, actuellement, donc, on ne va pas refaire une exposition sur le sport en général. Par contre, on avait déjà dans les cartons une exposition sur le vélo. On voit que c'est un peu un thème en ce moment qui tourne, puisqu'il y a celle du musée dauphinois. On aura un axe sportif et on aura un axe plus urbain, puisque la thématique du vélo, elle traverse aussi tout ce qui est l'aspect de mobilité en Île-de-France, enfin, surtout après le confinement, etc. Donc, on aura ces deux aspects, mais il y aura aussi l'aspect historique. Et donc, on a décalé un peu la programmation pour l'expo vélo pour qu'elle puisse arriver en 2024. Donc voilà, l'écomusée, on répondra de cette façon-là donc à l'actualité JO. Pour ce qui est des collections, si éventuellement on peut avoir le lien pour s'associer à la collecte, je ne sais pas si je serai encore en capacité, puisqu'on est encore en train d'acquérir un nouveau logiciel et que je ne sais pas si ça sera abouti d'ici là. Mais en tout cas, voilà, j'ai dû louper l'information. Je ne sais pas comment verser sur ce fonds. On a quelques collections, très peu, mais on en a quand même. Voilà. Et on a aussi des collectes orales, donc je ne sais pas si ça fait partie des recensements ou si c'est uniquement de l'objet visuel. On a une grosse collecte en fait d'enquêtes orales, notamment auprès de ces associations amateurs sportives. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous communiquer pour le moment. Peut-être Samuel, si vous voulez préciser, là j'ai partagé un document qu'on avait en effet diffusé nous aussi au sein du réseau. On pourra tout à fait le renvoyer à la suite du jeudi à tout le monde sur l'inventaire, mais peut-être si vous voulez préciser pour répondre. Oui, alors effectivement, cet inventaire national INPS, inventaire national du patrimoine sportif, pardon, c'est pour des objets. GameCA ne permet pas de traiter les collectes orales. On aura du mal à l'indexer. Donc, ça reste focalisé sur les objets. Et alors, par ailleurs, sur les problèmes qui ont été mentionnés par le Palais de la Porte Dorée, ça, il faut que je remonte l'information à la BNF directement pour voir. J'imagine qu'ils ont peut-être déjà eu d'autres cas
similaires pour voir si effectivement on peut vous fournir un argumentaire pour votre service juridique. Là, en l'état, je ne sais pas quoi répondre, mais effectivement, il faut que vous sachiez que l'une des conditions pour présenter les choses dans Gallica, que ce soit le Gallica dédié sport, donc Stadium, ou Gallica général, c'est les mêmes règles, hein, puisque c'est la même plateforme, techniquement parlant, c'est que toutes les œuvres doivent être libres de droit. Toutes les œuvres présentées doivent être présentées sans qu'il y ait aucun problème de droit. Donc, soit c'est des œuvres qui sont soit c'est des œuvres pour lesquelles vous avez l'accord express des ayants droit. Donc, ça pose effectivement un certain nombre de problèmes, notamment pour les pièces les plus contemporaines. Ce qu'on a prévu de faire sur Stadium, c'est qu'on aura 2 modules en réalité. Ce site Internet aura le module Gallica, à proprement parler, qui fonctionne avec les règles Gallica de la BNF, dont celle que nous venons de mentionner, plus un module d'exposition temporaire, sur lesquels, là, en fait, on sera hors hébergement Gallica, et donc on pourra présenter toutes les pièces que l'on souhaite. Il n'en reste que la question des droits sera toujours épineuse, mais comme sur n'importe quelle autre base de données et n'importe quel autre site. Donc, il faudra qu'on paye la DAGP, par exemple, ou ce genre de société d'ayant droit. Alors, je crois que Sophie Dumus a réussi à nous rejoindre avec un micro fonctionnel. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Sophie Véniel du musée, vous m'entendez? Oui. Oui, de Suresnes. Et moi, j'avais une question par rapport au rallye culturel, mais numérique, parce que nous, on a travaillé là-dessus déjà un peu depuis le départ. Et donc, nous, on n'est pas concernés par une exposition vraiment sur la thématique du sport en 2024, etc. Mais voilà, on se demandait où ça en était et est-ce que tout le monde avait l'information. C'est surtout pour vous, Monsieur Aubert, je me tourne vers vous pour savoir où est-ce que ça en est. Alors apparemment, les dernières directives, moi j'étais un peu absente pendant un moment. La directrice du musée de Suresnes, Madame de Guillaume, m'a dit qu'on changeait peut-être de format sur une autre application. Et voilà, je voulais savoir, est-ce qu'on restait qu'en Île-de-France? Est-ce qu'on déployait ça aussi pour tout le monde, pour tous les adhérents de la FEMS? Alors, effectivement, le projet de rallye culturel donc, est porté depuis une bonne année maintenant par le Musée national du sport. Et au tout départ, il y avait un projet uniquement sur l'Île-de-France de rallye à proprement parler, c'est-à-dire en fait une sorte de chasse au trésor, entre guillemets, pour relier les différents projets d'exposition, les différents établissements qui participeraient à ce rallye avec des objectifs. Et quand on découvre un certain nombre d'indices en rentrant dans les bâtiments, en explorant les expositions, on a une sorte de quête. Voilà, c'était un peu le principe, comme on dit aujourd'hui, une appli sur un principe de jeu dit gamification. Donc ça, c'était l'idée de départ. Cette idée-là a rencontré une difficulté, c'est que le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, nous a dit vous ne pouvez pas avoir la labellisation Paris 2024 si vous utilisez une plateforme qui n'est pas partenaire de Paris 2024. Et en l'occurrence, nous, on avait choisi de travailler avec une société américaine qui s'appelle Geocaching, qui n'est pas partenaire de Paris 2024. Donc, en fait, ce projet-là est tombé à l'eau. Il se trouve qu'entre-temps, ça s'est un peu assoupli, la règle s'est un peu assouplie du côté de Paris 2024. Donc, ça pourrait revenir, mais Paris 2024 n'a pas totalement tranché encore quant à son intérêt en propre pour mettre en œuvre une application de ce type-là. Et donc, tant que Paris 2024, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de l'année 2022
et tant que Paris 2024 ne nous a pas complètement fermé la porte sur l'idée que peut-être l'application officielle Paris 2024 pourrait se faire le relais de cette offre culturelle. Alors, je ne sais pas à quelle échelle, pour ce qui concernerait Paris 2024, probablement national, ça reste à confirmer. L'idée étant, si on a une interface complète avec l'offre Paris 2024 et qu'on est intégré à l'application officielle, vous achetez par exemple un billet pour aller voir la compétition hippique qui va se dérouler au château de Versailles, eh bien, ça vous pousse du contenu. Alors, bon, évidemment, vous êtes dans le château, donc probablement que le château sera partenaire. Et puis ensuite, ça vous dit à 5 km à la ronde, voilà ce que vous avez. Vous pouvez faire ci avant, après. Peut-être que si vous avez votre hébergement qui est pris en charge aussi, parce que c'est un package, parce que Paris 2024 va offrir ce genre de package, c'est-à-dire vous achetez une place et puis vous avez en plus votre hébergement et vous réservez tout ça sur le même site, et ben peut-être que l'appli serait capable de vous dire entre tel site de compétition et votre hôtel, vous allez prendre le RER X, vous avez tel équipement culturel qui propose telle offre. Bon, tout ça serait assez formidable, je trouve. Maintenant, rien n'est moins sûr quant à la possibilité que ceci advienne. Donc là, très clairement, on est dans une phase de lobbying auprès de Paris 2024, auprès des tutelles de Paris 2024, auprès des collectivités territoriales qui participent de la gouvernance de Paris 2024. Et là aussi, je pense que si on arrive à faire passer des messages collectivement, parce que pour l'instant, la direction culture du COJO de Paris 2024 est vraiment tournée vers deux objectifs, l'Olympiade culturelle qui a pris du retard et ce qui, dans le vocabulaire CIO, est appelé les célébrations et le festival olympique. L'Olympiade culturelle, c'est ce qui se déroule de maintenant jusqu'à, on va dire, au mois de mai 2024. Et après, il y a la période du festival olympique. Donc là, c'est le cœur de l'été 2024, le cœur de la manifestation. Et donc, le COJO a obligation de mettre en œuvre une Olympiade culturelle en amont et un festival pendant. Donc, l'Olympiade culturelle, les premiers appels à projets viennent tout juste de sortir, celui de la ville de Paris et celui du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Plein d'autres sont appelés à sortir en Île-de-France, mais partout en France, avec des enveloppes financières qui sont très variables en fonction des régions. Et après, il y aura la période de l'été 2024 où Paris 2024 va mettre en œuvre ses propres programmes culturels, mais qui seront plutôt d'obédience spectacle vivant, comme je l'exprimais au début. Et donc, la cause des musées là-dedans est un peu perdue, pour dire vrai. Sur l'Olympiade culturelle, vous verrez par exemple le cahier des charges qui a été publié par la ville de Paris et par le département de Seine-Saint-Denis. Je ne vois pas comment un musée peut s'insérer dedans. Le cahier des charges, ce n'est pas qu'il nous exclut de facto, mais ça n'a pas été pensé pour ce type-là d'acteurs et de projets qu'on est susceptible de mettre en place. Donc, il y a encore, je pense, jusqu'à fin 2022, une phase de lobbying à mener. Et puis ensuite, on verra si on peut obtenir gain de cause ou pas. Si on n'obtient pas gain de cause, il faudra qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait nous, collectivement, mais pour nous-mêmes. Voilà, sans Paris 2024, en les tenant au courant, mais sans avoir leur concours, c'est-à-dire sans pouvoir s'interfacer avec leurs données et sans avoir leur concours financier non plus. Donc, c'est des choses qui vont être compliquées à financer. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Du coup, il faut trouver un moyen maintenant pour faire du lobbying jusqu'à la fin de l'année. Alors, il y a deux choses qu'on engage, nous, effectivement. Il y a le lobbying, bien entendu, et puis il y a essayer de trouver des plans B, entre guillemets,
C'est-à-dire que si ce n'est pas directement plugué sur l'offre Paris 2024, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Combien ça coûte? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres opérateurs et d'autres applis existantes sur lesquelles on pourrait se greffer? Je pense par exemple, la région Île-de-France a une appli, la SNCF a une appli, l'Office du tourisme, la région Île-de-France, encore une fois, a une appli. Bon, est-ce qu'on ne peut pas fournir un jeu de données relatif à nos expositions, à nos événements, à tous ces opérateurs-là pour qu'on soit disponible? En fait, peut-être que c'est plus malin d'être sur plusieurs plateformes plutôt que de créer, nous, une plateforme supplémentaire. Là, en l'état, on prépare tous ces champs-là et ensuite, on interrogera tout le monde, on fera une grande réunion où tout le monde sera convié pour prendre une décision voilà, sur ces 3 grandes hypothèses. Est-ce qu'on a réussi à s'intégrer à une initiative qui serait portée par Paris 2024? Est-ce qu'on porte notre propre initiative? Combien ça coûte? Est-ce qu'on a les moyens de faire exister cette offre-là tout seul? Ou est-ce qu'on s'intègre sur d'autres plateformes existantes? Lesquelles? Comment ça marcherait? Céline, vous souhaitiez porter un complément? Vous avez la main levée. Je ne sais pas si c'est une erreur. Et à propos, alors une question. Alors, on ne vous entend pas très bien, Céline. Pardon, c'était sur la question des droits par rapport au versement sur la base, mais du coup, si j'ai bien compris les propos de Samuel, c'est le Musée national du sport qui va gérer après tout ce qui est paiement des droits à d'AGP. Donc, parce que sinon, ça restreignait quand même très fortement la sélection d'œuvres qui étaient tombées dans le domaine public. Donc, j'ai eu la réponse à ma question. Ouais, c'est vrai que moi, la question que je me posais plutôt là avec une casquette FEMS, c'est voilà, est-ce qu'on en fait un projet collectif? Enfin, comment on y travaille? On a encore un peu de temps. Là, c'était la première session finalement aujourd'hui, hein, déjà de partage de ce que les uns les autres ont engagé. Je pense qu'on aurait un intérêt à collecter sous forme de fiches très très simples, voilà, les thématiques, les lieux, les thématiques, les natures de propositions, les dates, et de voir possiblement qu'est-ce qu'on en fait aussi au niveau du réseau. Est-ce que par exemple, là c'est pareil, hein, c'est les idées qui me viennent en ce moment, mais j'ai pas réfléchi plus avant. C'est est-ce qu'on en fait aussi, nous, côté femmes, c'est un fil rouge en termes de communication, communication numérique, parce qu'on active aussi aujourd'hui beaucoup de ressources de nos adhérents pour les rendre plus visibles sur nos réseaux sociaux. Est-ce que c'est des choses qu'on active plus aussi en lien avec notre propre base de données, enfin plutôt notre plateforme, et quelle est la complémentarité du coup, de quoi parle-t-on nous sur nos propres outils? Est-ce qu'on aborde plus des problématiques professionnelles, voilà, les questions que ça pose en termes de méthodologie par exemple, sur l'inventaire? Est-ce que on essaye d'avoir des panoramas peut-être aussi? Je pense que chacun a essayé de faire l'analyse au travers de cet inventaire du sport, de ce que recouvraient ces pop collections. Donc là aussi, est-ce qu'on essaye finalement d'avoir une meilleure connaissance de la présence du sport dans les musées de société, et d'identifier peut-être des problématiques qu'on pourrait partager ensemble, parce que c'est les problématiques qu'on aborde souvent avec le MUSEM en tant que musée national. C'est la complémentarité des politiques de collecte d'un établissement national avec les leviers que peut activer des établissements sur leur propre territoire, en fait. Donc c'est vrai que Mathilde, quand elle évoquait voilà, ce sujet en introduction des jeux traditionnels,
je trouve que en termes de méthodologie, il y a peut-être des choses là aussi à partager. Je serais assez intéressée, moi, de savoir comment vous avez travaillé de manière efficace aussi avec le réseau des clubs, des établissements, parce qu'il y a sans doute peut-être des choses à capitaliser, c'est-à-dire on ne réinvente pas l'eau chaude 4 fois si on fait la même chose, la même chose, la même typologie d'action. Et sur le contemporain, peut-être que ça vaut aussi le coup de bien y réfléchir. Et dernière chose, j'ai bien noté ce que... Alors, c'est pas Emmeline, c'est Juliette, je crois, qui a mentionné le fait que les expositions autour du sport ne fonctionnent pas. J'avais déjà entendu ça, notamment des collègues du musée d'Aquitaine, quand ils ont fait enfin, qui ne marche pas. C'est une problématique, en fait. Finalement, on a des envies côté musée, mais finalement, quelle est la meilleure manière de parler des enjeux de patrimonialisation du sport? Là aussi, peut-être les études de public que les uns ont pu mener, ça pourrait être à partager, ça pourrait être des éléments qui nous guident aussi pour des actions qui sont encore naissantes. Voilà. Si je peux apporter quelques éléments, déjà d'une part, préciser à tous que le site, la plateforme Stadium et la démarche derrière d'inventaire national du patrimoine sportif est une démarche au long cours. On se sert de Paris 2024 comme d'un levier parce qu'il va y avoir une actualité. Voilà, c'était l'occasion ou jamais, entre guillemets. Mais que ça ne s'arrêterait pas du tout à 2024. Donc, c'est vraiment ce travail-là est un travail de longue haleine, hein, on le sait. Donc, il y a effectivement un premier cycle qui a été engagé 2021, 2022. Ça va continuer jusqu'en 2024, bien entendu, mais ça ira au-delà de 2024. On ne s'arrêtera pas en 2024. Le site continuera, la plateforme continuera, tous les outils mis en place sont pensés pour être des outils pérennes chez nous. Premier élément. Sur le dernier élément, c'est-à-dire la difficulté effectivement à réunir du public sur des expositions qui ont pour thématique générale la patrimonialisation du sport. Oui, il y a effectivement une sorte de hiatus, enfin de difficulté qui tient en la nature des publics. Les publics, on va dire, traditionnels des musées s'intéressent peut-être pas particulièrement à la thématique sportive et les personnes qui sont des pratiquants, par exemple, sportifs, n'ont pas forcément des grandes habitudes de fréquentation des musées. Donc, ce n'est pas évident on peut, et nous on le sait puisque c'est notre quotidien et notre réalité au quotidien, hein, à chaque exposition, on pourrait dans une certaine mesure imaginer, peut-être dans un monde meilleur, que les expositions sur le sport puissent permettre de réunir ces deux publics. Ce n'est pas automatique. Voilà, c'est pas impossible, encore heureux, mais c'est vrai qu'il ne suffit pas de mettre une thématique sportive pour amener au musée des amateurs et des praticiens qui n'ont pas l'habitude d'y venir. Donc, chez nous, l'un des éléments de réponse, c'est on fait venir les gens qui ont un intérêt pour la pratique sportive par la pratique sportive. Et ensuite, donc on les invite à des ateliers, alors ça peut être des ateliers avec leurs enfants, ça peut être des ateliers uniquement pour adultes, où on va travailler vraiment sur des choses très liées au sport santé, par exemple, mais où on vient se dépenser au musée, entre guillemets, quoi. Et puis ensuite, il y a un deuxième temps où on les invite sur un parcours, soit le parcours exposition temporaire, soit collection permanente, mais c'est dans un deuxième temps. Alors Mathilde a levé la main pour peut-être compléter. Oui, c'était pour donner quelques petits éléments de réponse par rapport à ce qui a été évoqué notamment par Céline. Pour la question des jeux traditionnels et
les relations avec les clubs, on s'est beaucoup servi du réseau des 2 photographes en fait qu'on a missionné pour faire le reportage photographique contemporain, donc qui a donné lieu aux 70 photos dont j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, l'un des 2 photographes était le photographe officiel de la Fédération de la course landaise, du stade Montois-Rugby, etc. Donc en fait, eux ont fait des premières démarches auprès des clubs en disant voilà, l'écomusée, le commanditaire d'un reportage photographique, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, dans un deuxième temps, j'allais, lors de vraiment la prise de vue, rencontrer aussi les clubs. Donc, qui me permettait d'être introduite et ce qui a été très, du coup, qui a permis de vraiment faciliter les démarches auprès des clubs plutôt que de toquer directement à leur porte en tant qu'écomusée. Donc ça a vraiment voilà, facilité les choses pour les clubs voilà, dans toute la création de l'expo. Et après, par contre, nous, pour le succès avec toute la modestie qu'on a de l'expo, nous, c'est un petit peu l'effet inverse. L'expo suscite l'entrée de visiteurs de différents profils en fait. Donc nous à l'écomusée, on a toujours cette problématique de faire venir les gens dans les expos, puisque la partie écomusée, la partie plein air avec le voyage en train, la démonstration des savoir-faire, la visite des bâtiments traditionnels, etc. C'est en gros ce qui constitue le cœur de la visite, en tout cas dans l'esprit de la plupart de nos visiteurs. Donc, c'est toujours un enjeu d'essayer de leur dire hop, il y a les expos aussi qui sont prévus dans votre billet si vous avez le temps de les voir. Et là, c'est vrai que pour le coup, avec un sujet qu'on a voulu grand public, qui est aussi peut-être qu'on a vraiment ancré sur le territoire avec ce nombre de prêteurs qui est important. Je disais 27 tout à l'heure. Donc aussi, les prêteurs se sont sentis légitimes de venir voir leurs objets dans l'expo, voir leurs photos. Donc, on diffusait aussi auprès de leur famille ou même de leur réseau sportif le fait qu'il y avait cette expo. Donc là, on a peut-être un petit peu réussi à casser cette barrière musée et à faire rentrer les gens. Après, on n'a pas encore de données quantitatives. Là, c'est plus une impression et certains retours visiteurs qu'on a, mais on met aussi en place un questionnaire satisfaction visiteur dans lequel sont mentionnés les expos. Donc, éventuellement, en fin de saison, on aura peut-être quelques éléments quantitatifs ou quelques retours pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a peut-être un peu moins bien marché. Voilà. Bénédicte, vous vouliez prendre la parole? Oui, merci Marjolaine. C'était une question, une remarque à Samuel. Donc, vous êtes en train de dire qu'en fait, les Olympiades culturelles seront préférentiellement tournées vers le spectacle vivant. Donc, c'est vrai que je ne vois pas comment on va essayer de rattraper le train en marche pour mettre les musées particulièrement franciliens. Et je voulais aussi savoir si ce type de dispositif, vous le développiez en PACA, puisque particulièrement à Marseille, dont Céline a parlé avec le MUSEM, il y aura des épreuves de voile. Et justement, en discutant la dernière fois que je suis allée à Marseille avec Jean-François Chounier, lui ne croit pas justement à cette hybridation entre un public sportif et un public plus traditionnel des musées, parce que d'ailleurs leur exposition foot au MUSEM, qui était plutôt une bonne exposition, n'a pas rencontré le public qu'ils voulaient cibler, en gros les supporters de l'OM, puisque nous sommes à Marseille. Et je me souviens qu'aux Archives nationales à Pierrefitte, ils avaient fait une exposition aussi sur le foot. Alors si je me souviens bien, c'était pendant la Coupe d'Europe de foot. Malgré la proximité du stade, du grand stade, le public ne vient pas. Et moi, j'ai travaillé au château de Compiègne pendant 4 ans, entre 2007 et 2010. Comme vous le savez, Compiègne est l'étape de départ du Paris-Roubaix. Et la présentation des équipes se fait moi, je suis fanatique de vélo. J'adore le Paris-Roubaix. Je n'ai jamais raté un Paris-Roubaix à la télévision. Donc, la présentation des équipes se fait sur la place du château. Et comme vous le savez, le musée de la voiture et du tourisme du musée national de Compiègne a des belles collections de vélos qu'on présentait. Et il n'y a toujours qu'une micro-partie du public qui vient. Et pourtant, on avait demandé à Polo La Science, Jean-Paul Olivier, qui à l'époque était qui était celui qui faisait les commentaires culturels pendant les étapes du Tour de France. On n'a quasiment eu personne.
Donc, je pense qu'il y a cette idée-là que ce n'est pas forcément les mêmes pratiques. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Samuel. Je ne pense pas que ce sont uniquement parce que des gens qui ne pratiquent pas les musées. C'est aussi que je pense qu'on est dans un autre état d'esprit. Quand on s'intéresse à une manifestation sportive, on est là pour la manifestation sportive et pas forcément pour la manifestation culturelle. Regardez au château de Compiègne, qui est dans une grande forêt. C'est la plus grande forêt domaniale d'un seul tenant. Vous avez énormément de randonneurs. Ben, quand vous faites de la randonnée, vous êtes dans peut-être un autre état d'esprit que de vous dire je vais m'arrêter pour visiter un musée ou un château. Alors, plusieurs choses. Sur l'Olympiade culturelle, il y a encore plein d'appels à projets qui vont être publiés. Donc, il peut encore y avoir pas mal de portes qui s'ouvrent. Mais je fais simplement le constat que de ce que j'en ai entendu et compris, je peux me tromper aussi, et de ce que je vois sur le premier appel à projet qui a été publié par la ville de Paris et le département de Seine-Saint-Denis, il est plutôt orienté création contemporaine et l'entrée et l'idée principale, c'est comment est-ce qu'on fait entrer des artistes dans des lieux de sport pour rendre compte de manière artistique ce qui se passe dans les communautés sportives, pour ensuite ramener ces œuvres-là dans des lieux de culture et je ne sais pas, dans une certaine mesure, acclimater le public culturel à la question sportive. J'ai l'impression que c'est un peu le sous-texte sous-jacent à cet appel à projet. Et de ce que j'en sais, par exemple, aussi sur PACA, sur la région PACA, l'appel à projet Olympiade culturelle de la région, donc pas celui de la DRAC, parce qu'en fait, il y a toujours selon les régions, il y aura quasi systématiquement, mais peut-être que ce ne sera pas le cas dans toutes les régions, je ne sais pas, un appel à projet État via les DRAC et un appel à projet collectivité territoriale, les collectivités territoriales impliquées dans les jeux. Donc, soit c'est les régions, elles sont somme toute peu nombreuses, soit c'est les villes, les agglos, parce qu'elles, par exemple, sur les matchs de foot, traditionnellement, voilà, il y a plusieurs stades qui sont impliqués. Donc, il y a Bordeaux, il y a Saint-Étienne, il y a Lyon, il y a Marseille et Nice, et je ne sais pas s'il y en a d'autres encore. Je ne me souviens plus de tous les stades. Mais c'est la compétition qui essaime le plus le foot. Et donc, par exemple, la région PACA, j'ai entendu parler d'un appel à projet qui serait là aussi sur les mêmes modalités. Comment est-ce qu'on fait des résidences artistiques de création dans des lieux et auprès de communautés sportives? Donc, c'est des choses qui sont intéressantes, mais c'est des choses qui, de facto, ne prennent pas en compte l'organisation d'expositions. Donc, ces expositions-là ne me semblent pas pouvoir être financées par ces programmes-là. Ça veut dire qu'elles seront plus difficilement visibles, tout simplement, parce qu'elles ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne pourront pas être labellisées Paris 2024. Et si vous souhaitez être labellisé Paris 2024, je vous invite à prendre contact avec le COJO, le comité d'organisation, qui pourront vous décerner une labellisation. Après, cette labellisation, c'est un peu une médaille en chocolat. Vous avez le droit de mettre le logo Paris 2024 sur votre communication. Donc, vous êtes en train de dire qu'on aura la 4e place, qu'on sera au pied du podium, la pire place qu'on peut avoir aux Jeux Olympiques. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais pour l'instant, le dispositif culture mis en place par Paris 2024 n'est pas particulièrement porté sur l'objet exposition. Voilà.
Donc, si nous, on veut porter haut et fort cette problématique, enfin, ce sujet, parce que, par exemple, dans notre premier repérage, on voit qu'il y a quand même plein d'expositions intéressantes, assez diverses, qui vont vraiment travailler toute la polysémie possible des thématiques sportives en 2024. Et ça, je pense que c'est quand même mis bout à bout, c'est quand même très riche et très intéressant. Donc, il faut qu'on soit malin et il faut qu'on soit fort pour que cette offre-là puisse être mise en valeur d'une manière ou d'une autre. Même si elle n'est pas financée par Paris 2024, elle peut quand même être mise en avant. Et là, le pari n'est pas perdu. Ce n'est pas leur priorité parce que la priorité, c'est effectivement plutôt réunir, c'est faire monter le désir de jeu et ensuite, pendant les jeux ou juste en amont des jeux, réunir des grandes foules plutôt en Île-de-France et peut-être aussi à Marseille. Voilà, pour des grandes parades. Donc, il y aura plutôt des choses qui vont être faites avec la danse. Et on peut tout à fait le comprendre. Hein. Le grand événement, ça sera évidemment la cérémonie d'ouverture. Hein. Donc, la cérémonie d'ouverture, ça passera devant le Louvre, mais ça ne passera pas dans le Louvre. Voilà. Bien, merci. Je vois qu'on s'approche de la fin de notre timing de ce jeudi. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient faire un dernier retour, mais en tout cas, comme je disais dans le chat, sachez qu'on avait lancé déjà en amont de ce premier échange un questionnaire très simple, hein, ou juste pour que vous puissiez justement, qu'on puisse recenser toutes les initiatives. Même, donc, n'hésitez pas à le remplir, hein, même si vous êtes encore à l'état d'idées, simplement. Voilà, comme ça permettra d'alimenter un peu cette première phase de recensement des projets. Et puis, donc, comme le disait aussi Céline, la FEMS va sans doute réfléchir à comment est-ce qu'on peut peut-être, par rapport à ce que disait Samuel, porter un projet commun. Mais voilà, donc n'hésitez pas à recenser, puis à partager aussi, si vous avez des ressources, des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je ne sais pas si quelqu'un a un mot de la fin. Moi, je veux bien en avoir un mot de la fin. Du coup, par rapport à ce que disait Samuel, qui n'était pas extrêmement réjouissant, puis les appels à projets, je pense qu'on en a tous soupé et on ne va pas y répondre, hein, qu'on se le dise tout de suite pour nous rapporter 3 cacahuètes et un logo. Donc, moi, ça plaide vraiment pour dire que c'est un projet, je pense que la FEMS peut s'y positionner comme un projet au long cours. Ça rentre dans des problématiques sociétales importantes et que du coup, c'est peut-être ça aussi qu'il faut, nous, qu'on travaille, c'est-à-dire, même en ayant bien sûr en tête qu'il y a cette question de l'événementiel, mais qu'on le voit aussi comme un projet sans se mettre forcément trop la pression. Donc, on a plutôt du temps, et je pense que ça peut être un élément aussi intéressant pour organiser des visites après de sites, pour aussi valoriser les productions dans nos adhérents et plutôt nous aussi nous faire réfléchir ensemble sur ces sujets, quoi. Tout à fait. Merci Céline pour le mot de la fin. Qu'on choisisse le lieu des rencontres professionnelles 2024 d'ailleurs. Hein. Voilà, proposition ouverte. Merci encore à toutes et tous et donc à bientôt pour un prochain jeudi de la FEMS ou autre rendez-vous. Très bonne journée à tous. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.